Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous d'Antoine. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau pour cette année 2021 notre ami Joss. Bonsoir Joss, comment vas-tu? Mais bonsoir Antoine, ça va bien, il faut le dire vite. Mais bon, tant qu'on a la possibilité de faire des conférences et d'échanger, c'est déjà pas mal. Ouais, comme tu le dis, c'est déjà pas mal. Et là, on est parti pour une série de 3 conférences, hein. On va essayer de couper à intervalles réguliers de façon à ce que vous puissiez regarder ça tranquillement. Donc sur les mystères de Nazca, sur les découvertes que tu as faites par rapport à tes recherches personnelles sur Nazca. Et donc, quels vont être les 3 thèmes de ces 3 conférences? Alors en effet, le sujet de Nazca, qui est un sujet qui personnellement m'intéresse beaucoup, j'ai eu la chance de faire un voyage au Pérou en 2018 et j'ai eu la chance de pouvoir survoler les lignes de Nazca, ce qui n'est pas donné à tout le monde, parce que bon, il faut d'abord aller au Pérou. Et puis, il y a quand même un petit risque de prendre ces petits avions. Il y a eu des accidents. On avait un petit peu peur d'y monter, mais bon, c'était un rêve d'enfant que de survoler ces lignes de Nazca. Donc, on l'a fait, on a fait des photos. Et au retour, en 2018, je laissais ça de côté. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, à regarder de près, à faire des recherches au niveau des vidéos qui existent, au niveau de ce que les gens ont pu écrire dans plusieurs langues, en particulier dans l'espagnol. Et d'un seul coup, je me suis dit que ce sujet méritait que je m'y penche d'une façon profonde, avec des recherches qui mettent en lieu et en place mes savoirs d'ingénieur. Et je pense avoir découvert des choses pas mal, très intéressantes. Donc, le sujet est tellement important et étendu au niveau des mystères que je pensais qu'il fallait le diviser en 3 parties. Donc, la première partie dont on va parler aujourd'hui concerne essentiellement ce qu'on appelle les lignes de Nazca, sur le plateau de Nazca. Dieu sait qu'il y a eu une multitude d'hypothèses depuis 100 ans sur le pourquoi et le comment de ces lignes. Et moi, dans mon analyse de ces lignes, je pense avoir découvert quelque chose que nous allons voir par la suite. Le deuxième sujet qui est très important aussi, sur les pistes de Nazca et de Palpa, parce qu'on ne parle que de Nazca, mais il faut aller à Palpa à côté, il y en a aussi, on trouve des dessins, des géoglyphes qui représentent un tas de choses bizarres. Et là aussi, j'ai fait des recherches et je n'ai pas trouvé d'explication sur les figures. On ne nous dit pas si c'est lié ou pas aux lignes, on ne nous dit pas quelle était la raison de faire ces dessins. Et là aussi, à partir de mes analyses, je pense avoir découvert des choses dont se fera l'objet d'une deuxième conférence. Et la dernière conférence, qui est plus celle où je fais appel à mon savoir d'ingénieur, c'est celui ou celle qui s'intéresse à la géométrie de ces lignes. Parce qu'on nous parle de lignes, mais personne ne nous dit comment ils les ont faites. Si, on nous dit qu'on les a faites avec des bâtons et des cordes. Mais vous verrez dans mon analyse que ceci est impossible, compte tenu des découvertes qu'ont faites certaines personnes, en particulier des Russes, et que moi j'ai approfondi, et qui nous semble nous prouver que les gens qui ont fait ces lignes étaient des géomètres experts de la taille, du niveau des connaissances actuelles. Voilà un petit peu pour planter le décor. Donc aujourd'hui, on va essentiellement parler de ces lignes de Nazca et d'après moi, à quoi elles pouvaient bien servir. Ok, alors donc la deuxième conférence, ça sera samedi prochain et la troisième samedi d'après. Et si bien sûr vous regardez ces vidéos dans quelques temps, vous pourrez tout regarder à la queue leu sans aucun problème. Bien, ce que je te propose, on a déjà partagé la première petite diapo pour nous montrer où c'est que ça se trouve tout ça de l'autre côté du monde, là où on ne va quasi jamais. Allez, on a agrandi la diapo et puis je te laisse la parole. J'interviendrai si j'ai quelques questions, s'il y a des petites choses qui m'échappent. Voilà, ça reste une conférence interactive. Bien sûr.
Alors, Nazca, je me suis rendu compte que tout le monde ne connaît pas. Moi, je pensais que tout le monde connaissait Nazca. Donc, je vous rappelle quand même que nous voyageons au Pérou. Le Pérou est situé entre la cordillère des Andes et l'océan Pacifique. Et Nazca se trouve dans le sud du Pérou, à 65 km de l'océan, donc très très près de l'océan. C'est une région de plateau aride et désertique où rien ne pousse. Ici, je me suis rapproché de cette région. On peut parler d'au moins 2000 ans d'histoire, si ce n'est pas plus. J'ai fait un cercle dans la partie basse qui délimite la surface de Palpa et de Nazca dont on va parler. J'ai tenu à faire un cercle dans la partie haute, que j'ai appelé géoglyphe de Paracas, parce que ça, c'est moins connu, mais c'est extrêmement intéressant, dans la mesure où c'est beaucoup, beaucoup plus ancien, dans la forme et dans la structure des dessins qui ont été faits. Ils ne sont pas faits de la même façon, ils ne sont pas sur un plateau, ils ne sont pas dans les montagnes. Et ça, bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça vaut à lui seul de faire une conférence. Alors, les géoglyphes ou lignes de Nazca sont de grandes figures tracées sur le sol, souvent d'animaux stylisés, parfois de simples lignes, mais quand même longues de plusieurs kilomètres, visibles dans le désert de Nazca, dans le sud du Pérou. Alors, le sol sur lequel se dessinent ces géoglyphes est couvert de cailloux que l'oxyde de fer colore en rouge. En les ôtant, en grattant le sol, les Nazca, puisqu'on pense que c'est eux qui l'ont fait, ont fait apparaître un sol gypseux grisâtre, découpant ainsi les contours des figures qu'ils traçaient. Donc, a priori, c'est très simple. Découverts en 1927, ces géoglyphes sont le fait, d'après l'histoire, de la civilisation Nazca, une culture pré-inca qui se développa entre 300 avant Jésus-Christ et 800 après Jésus-Christ. La plupart des dessins, nous dit-on, ont été réalisés entre moins 200 et plus 600. Ici, vous voyez le plateau de Nazca que j'ai exploré avec Google Earth et j'ai tracé en rouge une partie des lignes. Parce que si j'avais mis toutes les lignes, on ne pourrait rien y voir. Les géoglyphes sont approximativement répartis le long d'une ligne de 50 km qui relie les villes de Nazca et de Palpa au nord de la photo, dans la région d'Ica, avec une concentration principale sur le plateau de Nazca, dans un rectangle de 10 km par 4 km environ, au sud du hameau de San Miguel de Pascana. Cet hameau est ici. Vous voyez l'hameau? Donc ici, il y a une chaîne, c'est une descente vers une vallée qui s'appelle Ingenio, là, et ce village dont je parlais, c'est le village où se trouve le musée de Maria Raiche, pour ceux qui connaissent. Je n'ai pas pu mettre l'ensemble du plateau, donc je vous ai mis dans la photo du haut cette concentration de lignes, mais aussi une concentration, là où vous voyez les noms, là, le champignon ici, le condor, l'araignée, et ainsi de suite, une concentration de figures. Et si je descends en bas du plateau, vers Nazca, on retrouve quelques figures, la baleine, le petit condor et l'astronaute, par exemple, ainsi que des lignes qui vont vers Agua Salada ici, une vallée, ou vers la vallée qui va à Nazca. Alors, on va commencer par quelques avions pour planter le décor, quelques photos. Donc, je vous ai mis au-dessus des photos que j'ai faites personnellement. Ici, on a le plateau de Nazca. La même photo que j'ai récupérée sur Google, où je retrace un petit peu, vous voyez cette espèce de triangle ici, vous le retrouvez ici. Et à droite, j'ai voulu vous montrer une figure dont on parlera beaucoup tout à l'heure, ici, que l'on retrouve sur Google. Je saute à Palpa. Je ne peux pas vous montrer toutes mes photos et ça aurait pris trop de temps. Je vous montre une photo de Palpa. Ça, c'est le plateau de San Ignacio. À Palpa, on n'est pas sur un grand plateau. Ce sont des petits plateaux taillés, on dirait à la serpe, là. Ici, vous voyez ma photo où on voit des pistes, en tout cas des parallélogrammes,
Et vous avez la même chose en bas que vous pouvez retrouver sans voyager. Si, on peut voyager avec Google Earth. Vous allez sur Google Earth, comme j'ai fait, et vous pourrez voir tout ça. Alors, tout à l'heure, j'ai montré le plateau de Nazca. Ici, vous avez le plateau, enfin, ce n'est pas un plateau, c'est la région de Palpa. Palpa est ici, au milieu, là. Il y a 3 rivières, Rio Grande, Rio Palpa et Rio Viscos, ou Viscas, ici. Donc, vous avez 3 vallées. De chaque côté de la vallée, vous avez ces plateaux où j'ai mis des marques, là. Et là, vous avez toutes ces figures. Et après, vous avez ici la région de Liepata, où on retrouve aussi des trucs. Et si on descend, ici, c'est la vallée de San Ignacio, et la photo que je montais de Nazca, c'est là-dessous. Alors, on va commencer par les figures de Nazca. C'est ce qui est le plus connu. Et ce sont les figures que l'on peut survoler avec un petit avion. Elles se concentrent, comme je l'ai dit, près de la vallée de San Ignacio, qui est là, au nord du plateau de Nazca. Donc, voici, pour planter le décor des figures, à Nazca, la figure dite des mains. On va essayer de les interpréter. Ici, on voit une figure qui est dite des mains, mais des mains à 4 et 5 doigts. C'est plutôt bizarre. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ben, on me dit que c'est mains, mais je mets ça en question, avec un point d'interrogation. Ici, quelques figures connues, l'araignée à gauche, le flamand. Le flamand, sur la photo de Google, on le voit à peine, donc j'ai été obligé de le reproduire. Il nous interpelle par son long cou, bizarre, hein, un point serpent, là, et surtout la longueur totale, qui fait 6 cm de long. Pour planter le décor, quelques figures de Palpa, dont nous parlerons par la suite. À gauche, dans la Cresta Sacramento à Palpa, une figure que on appelle sur Internet le cadran solaire, el reloj solaire en espagnol. Moi, je regarde cette figure et je ne vois pas de cadran solaire. Et donc, ça a motivé mes recherches qui font que j'ai découvert quelque chose. Et à droite, vous avez un motif qui est commun à Palpa et à Nazca à toutes les époques, qui est le colibri. Mais ici, ce colibri, tel que je vous le présente, tel qu'on le voit sur Google, il n'est pas complet. On verra plus tard pourquoi. Nous parlerons aussi, dans la 3e conférence, des mystères des figures géométriques. Par exemple, cette spirale à double, c'est une double spirale, là. Je vous expliquerai que cette spirale a une géométrie très, très particulière qui fait qu'il faut s'interroger. Je vous parlerai dans la 3e conférence de mes propres découvertes. J'ai trouvé des cercles concentriques avec des particularités très spéciales. Pardon. Et nous parlerons aussi des mandalas. On appelle ça des mandalas. C'est un peu nouveau sur Nazca. Le plus grand découvreur qui a fait des photos avec des drones et qui nous a apporté ses propres visions de ce domaine nouveau, c'est un Russe qui s'appelle Igor Alexiev. Donc, on va commencer la conférence numéro 1, que j'ai appelée chapitre numéro 1. À quoi servait la ligne de Nazca? Alors, je vous rappelle que ce mystère a donné lieu à beaucoup d'hypothèses. Il y a eu de multiples théories, peu crédibles et marginales. Je n'en parlerai pas. Il y a une théorie archéoastronomie et calendrier des étoiles, c'est plus sérieux. C'était la théorie chère à Maria Reich, dans le sillon de Paul Kozok, qui était un architecte qui a été le premier à survoler les lignes et qui, une fois qu'il a rencontré Maria Reich, s'est rangé à la théorie de l'archéoastronomie. Mais cette théorie est facilement démontable, à part quelques alignements avec les directions des équinoxes et des solstices. Donc, de nos jours, cette théorie n'est pas retenue comme étant une théorie qui donne une explication à l'ensemble des lignes. Et puis, il y a eu des théories liées à l'eau. Alors, il y en a qui nous disent, oui, mais ces lignes, elles sont faites pour avoir une carte des aquifères souterrains.
ou des lignes pointant vers les sources et puits. Mais moi, ça ne me satisfait pas. Je ne vois pas l'intérêt de faire une carte d'aquifère si je ne fais pas de trou pour aller chercher l'eau. Ça ne me sert à rien. Donc, il y a eu surtout l'hypothèse des lignes et figures liées à l'eau que j'ai pris à mon compte. Alors, certaines personnes, il n'y en a pas beaucoup, je ne connais que deux, il y a deux ingénieurs ou techniciens qui ont proposé la théorie que ces lignes étaient liées au captage et au transport de l'eau. En France, nous avons Jackie Galvez, ancien ingénieur à la retraite, qui depuis 20 ans, avec Google Earth, étudie les lignes de Nazca. Il a fait un travail exceptionnel, remarquable, qui, à mon avis, n'est pas assez connu. Au Pérou, Luis Cabrejo est un ingénieur spécialiste des réseaux informatiques. Un jour, le gouvernement péruvien lui demande de partir à Nazca pour installer un réseau Internet. Donc, il prend son sac à dos et il commence à sillonner la région de Nazca. Il monte sur les montagnes et là, il commence à regarder les lignes. Il se dit, c'est quand même bizarre, c'est qu'à l'endroit où moi je veux implanter les lignes, enfin les postes, les poteaux pour émettre dans toutes les directions, on dirait qu'ils sont venus ici aussi pour mettre des espèces de trucs de cercles ou d'étoiles pour faire quelque chose. Donc, il s'est intéressé à ça et il est arrivé à la conclusion que les lignes de Nazca étaient des lignes de captage et de transport des eaux. Alors, personnellement, en tant qu'ingénieur, rationnellement et intuitivement, je sens que c'est la bonne réponse. Alors, je décide de reprendre le problème à la base et de réaliser mes propres recherches et vérifications, toujours avec l'outil Google Earth. Pourquoi l'outil Google Earth? Parce qu'avec Google Earth, une fois qu'on est sur une région, on peut déterminer par nivellement la hauteur à chaque point. Donc, je me suis mis à la place des constructeurs de ce réseau et j'ai raisonné comme un ingénieur en hydraulique. Donc, je vais parcourir le plateau de Nazca, relever les niveaux de l'ensemble du terrain et implanter des zones de captage et de circulation des eaux. Alors, je pense qu'on peut le dire, il va y avoir peut-être un article dans Génération Cité d'Or qui va parler de ce sujet d'une façon plus intensive que je ne fais aujourd'hui. Vous pourrez vous y référer par la suite. Moi, ici, j'ai voulu apporter quelques exemples pour vous faire comprendre comment je raisonnais. Là, nous sommes sur le plateau de Nazca. J'ai choisi un point singulier. C'est ce que j'appelle le rond-point de l'étoile. Que voyez-vous sur la photo? Vous ne voyez pas grand-chose, à part des lignes et une surface trapézoïdale. Mais tout cela, regardez bien, converge sur un point central, un point singulier, grand A. Et si on regarde bien, regardez où j'ai mis la flèche, ici on voit encore un rond-point comme un monticule. Ça, c'est très important. Ici, j'ai en rouge souligné une partie de ces lignes qui convergent vers ce point grand A. Donc, avec Google Earth, je procède au nivellement du terrain. C'est-à-dire que là où il y a des chiffres, ça correspond à la hauteur du terrain. Le point grand A, ici, une fois que je fais mon nivellement, chaque couleur, c'est un terrain qui est à la même hauteur. Vous voyez que je pars de 438 mètres, 437, 436, 435, et ainsi de suite. J'arrive à 428. Donc, la pente naturelle, elle est dans ce sens. Le point grand A, lui, il se trouve à 432 mètres. Et couvre, cette zone de 432 mètres couvre une zone assez importante. Donc, je me dis que si on doit transporter de l'eau, ce parallélogramme peut transporter de l'eau d'ici à 436 mètres, ici par exemple. L'eau peut descendre jusqu'à 432 mètres. Et une fois arrivé ici,
l'eau, on voit qu'elle est dirigée radialement dans tous les sens, vers les zones qui sont plus basses. Par exemple, là, je suis à 432 mètres, cette ligne m'amène l'eau de 432 à 428. Donc je me dis que ce point grand A, à 432 mètres d'altitude, a été volontairement choisi pour sa position à une hauteur qui permettait effectivement de repartir en irradiant à 360 degrés. Donc ça, c'est pas le hasard. Ça a été voulu. Et à partir du moment où je commence à raisonner en tant qu'hydraulicien, je me dis tout ça, ça colle. Les gens, ils ont fait ce que je voulais faire. Ils ont nivelé le terrain. Ils ont dit, bon, si je veux mener de l'eau de là vers là, pourquoi vers là, on verra après. Ben, le meilleur endroit pour passer, c'est ici, parce que quand j'arrive ici, je pourrais aller dans tous les sens. Alors voilà toujours cette arrivée que j'appelle donc le rond-point de l'étoile, parce qu'ici il y a un rond-point. Je vous montre maintenant que ce que je raconte sur la ligne, c'est vrai. Je prends une ligne, ou un canal, parce que maintenant on va appeler ça des canaux. Je prends le canal ligne D et je fais une coupe en profil. Et voilà ce que je trouve là. Chaque canal se développe en suivant la pente naturelle du terrain. Nous voyons que l'eau part de A à 432 mètres et descend une pente de 432 à 423 mètres. Alors, ce qui est extraordinaire, cette pente, elle est idéale pour faire circuler de l'eau. Ni trop fort, ni trop faible. Si vous prenez une pente énorme, l'eau va dévaler, vous ne pourrez pas la guider. Si c'est trop faible, elle va stagner, elle va décanter et ça va obstruer. Il faut savoir que de nos jours, en écoulement gravitaire, bon là on n'est pas en gravitaire, on est en laminaire, quand on installe des canalisations, et Dieu sait que j'en ai installé dans ma vie professionnelle, les pentes pour faire circuler l'eau en gravitationnel, c'est de l'ordre de 3%. Donc je retrouve quelque chose qui correspond parfaitement à ce que ferait de nos jours un hydraulicien. Alors, il y a plusieurs choses à voir, mais on ne verra pas tout. Voilà encore un exemple. J'appelle ça le rond-point des champignons. Pourquoi le rond-point des champignons? Parce qu'il y a une figure qu'on ne voit pas ici, il y a une figure à côté que les gens ont interprétée comme un champignon. On voit un trapèze qui descend, de récolte des eaux, et qui a été implanté en suivant parfaitement les plans de niveau. Ici, on voit bien qu'on part de 466, qu'on arrive à 465, où il y a encore une espèce de rond-point, et qu'on continue 463, 462, 461. Donc, depuis le point grand A, on a implanté, après le parallélogramme, on a implanté un rectangle qui lui aussi suit les plans de niveau. C'est la photo que je suis en train de vous montrer ici. Là. Si je prends pareil un canal, ou plutôt je trace le profil de ce rectangle qui part du point A, vous voyez bien que je suis en pente. Idem ici. Alors, j'attire votre attention, c'est que là, je suis en train de faire une coupe, un profil dans l'axe droite-gauche. Et là, je fais une coupe dans le nord-sud. Et là, c'est pas pareil. Ici, j'ai une pente, donc je m'en vais. Alors qu'ici, j'ai un point haut. J'ai un point haut. C'est-à-dire que l'eau arrive d'ici et part là-bas. Elle ne part pas vers ici. Bon, a priori, ça peut paraître bizarre, mais après, on verra que ce n'est pas bizarre du tout, c'est normal. Ce point a été choisi aussi pour pouvoir envoyer l'eau de l'autre côté. Alors, comme je vous disais, si je fais une coupe nord-sud, on constate que les lignes ou canaux dirigent les eaux vers la vallée Ingenio au nord, ici, ou vers Nazca au sud. Ce point appartient à une crête de partage des eaux. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Parce que bon, en France, quand on est sur l'autoroute, à un moment donné, on passe un seuil et on est dans un endroit où l'eau coule d'un côté ou de l'autre. Donc ça, on le retrouve ici, et ça a été fait volontairement. Encore une zone
que j'ai appelé le plateau des étoiles. Pourquoi? Parce qu'il y a non pas une étoile, mais il y en a plusieurs, il y en a un pagaille, il y a plein d'étoiles. Donc j'ai appelé ça le plateau des étoiles, compte tenu du nombre important de points centraux d'où irradient des rayons. Le nivellement que j'ai fait me permet de voir que les débits d'eau arrivent de 476 mètres ici en haut. Oui, ma souris. Ici, on pourrait même dire 477. L'eau descend comme ça, vous voyez. Les courbes de niveau, elles sont là. Et on est en bordure de la vallée. C'est-à-dire que l'eau, quand elle est par là, elle part dans la vallée. Et quand elle est envoyée de l'autre côté, elle part vers ici ou vers là. Mais tous ces systèmes d'étoiles ont été faits pour recueillir l'eau qui vient de la montagne et l'envoyer soit vers le haut, vers la vallée de l'Ingenio, soit vers le bas, soit vers ici. Alors, si je regarde ce parallélogramme-là, ce dessin ici, un peu plus bas, vous le voyez ici, là, ça s'est agrandi, voilà le plateau des étoiles. En bas, vous avez un grand parallélogramme que je retrouve ici. Je me suis demandé dans quelle direction était orienté ce parallélogramme. Donc, j'ai pensé qu'il avait une direction importante et je me suis attelé à vérifier où cette direction nous a menés. Alors voilà ma recherche, le parallélogramme qu'on ne voit plus parce que j'ai agrandi la photo. Si je suis sa ligne, c'est ça. Et qu'est-ce que j'observe? Qu'il y a beaucoup de lignes qui vont dans cette direction et que quand j'arrive ici, je me retrouve dans des endroits où l'eau est passée, puisqu'on voit encore les érosions que l'eau a faites. Et cette eau arrivait dans cette vallée ici, où actuellement il y a encore des cultures. Donc, je me dis que tout ça, ça a un sens, c'est le cas de le dire, et que nous commençons à nous rendre compte qu'il y a un système qui permet de récupérer l'eau dans les montagnes, de les amener par ici vers la vallée d'Ingenio, dans ce système de lignes ici, vers Agua Salada ici, et par les lignes qui vont vers Nazca. Alors, on va porter notre attention maintenant, une zone qui est un peu plus au nord, qui est particulière puisqu'elle est traversée par la Panaméricaine. Si nous faisons le nivellement des courbes, elles partent de 484 mètres ici, en haut à droite, et se développent jusqu'à 476 mètres ici en bas. Le nivellement des canaux ou des lignes montre que les eaux partent aussi bien vers la vallée Ingenio, en haut là, qu'à l'opposé vers le plateau. C'est normal, car il y a une ligne de crête de partage des eaux que j'ai trouvée et que je représentais ici. C'est-à-dire que les eaux qui descendent de là-bas, si ici j'ai une étoile ou un plateau, il y en a qui vont partir vers là-bas, il y en a qui vont partir vers ici. Et ça, les Nazca l'avaient bien analysé, puisqu'ils ont implanté ces espèces de distributeurs d'eau de part et d'autre de ces lignes de partage. Bon, moi je l'ai mise là, je ne sais pas où elle est exactement, mais si vous regardez ici sur mon nivellement en couleur, en suivant les niveaux, vous voyez bien que la ligne de partage, je suis les couleurs, ben, elle va passer par là ou par là, là, elle descend comme ça. Vous êtes d'accord? Je suis les couleurs. Donc là, il y a une ligne de partage des eaux. Alors, j'ai fait ce travail pour une très grande partie des lignes de Nazca, et le résultat est pour moi toujours le même. Ces surfaces collectrices et les canaux sont positionnés pour que l'eau s'écoule vers les versants qui apportent l'eau aux vallées tout autour du plateau. Ici, bon, ceux qui veulent avoir en plus grand, j'ai agrandi ma photo, comme ça vous voyez bien le nivellement. Je n'ai pas mis des flèches dans tous les sens. Si vous regardez bien, ici il y a une flèche, ça veut dire que par rapport aux points de niveau qui sont là, l'eau circule comme ça. Je n'ai pas mis toutes les flèches parce qu'on n'y verra rien, mais ici, vous voyez cette flèche, l'eau elle part de l'autre côté. J'ai bien quelque part une ligne de partage, l'eau qui part vers là-bas et l'eau qui part vers ici, vous voyez mes flèches là, vers le haut, vers le bas.
Ça, personne ne l'a expliqué comme je l'explique. Alors, ici, juste pour vous montrer que ces lignes ou ces étoiles, là, je vous ai mis des flèches qui suivent le nivellement. Vous voyez bien qu'arrivé à cette étoile, l'eau va partir vers là-bas, vers la droite ou vers la gauche, et elle est récupérée encore par un collecteur ici en parallélogramme qui, lui, va l'amener là pour l'amener ici. Et là, vous voyez bien qu'on retrouve les chemins des eaux. De nos jours, il n'y a plus d'eau qui circule ici. Mais il y a 400, 500 ans, mais il y a 1000 ans, l'eau passait par là. Et quelqu'un s'est arrangé pour qu'on puisse capter les eaux du plateau et les amener ici. Ici, vous avez la vallée d'Ingenio. Toute cette zone que je vous montre ici, dans le passé, elle était fertile. Là, elle est totalement asséchée. La zone fertile s'est réduite à ce qui reste ici. Mais on peut imaginer qu'il y a 500 ans, il y a 1000 ans, la zone fertile venait jusqu'ici parce qu'on amène de l'eau. Là, il n'y a plus d'eau qui arrive. Ce n'est que la rivière qui peut irriguer. Donc, tout ça est devenu sec. Alors, on va laisser pour l'instant les lignes de Nazca. Comme je vous ai dit, il faut aussi s'intéresser aux lignes de Palpa. Donc, sur les plateaux situés entre les vallées de Palpa, Rio Grande et Viscos, on trouve une série de trapèzes interconnectés et dont les surfaces conduisent directement au versant. En suivant ces pentes naturelles, l'eau arrive dans la vallée aux zones de culture ou aux zones de stockage d'eau. À Palpa, le problème diffère de celui du plateau de Nazca. Je ne dispose pas d'un immense plateau, mais seulement de crêtes rocheuses entre les vallées et de faibles surfaces mais planes. L'eau peut dévaler directement dans les vallées. Je vais donc utiliser au mieux les surfaces disponibles. Je vais tailler et aplanir ces crêtes si nécessaire pour y installer des trapèzes, des rectangles collecteurs d'eau. Ensuite, je vais disposer en des points très précis des aiguilleurs pour diriger l'eau dans diverses directions. Quant à un éventuellement surplus d'eau, à la période hivernale où je n'ai pas besoin d'arroser, je vais la stocker dans des puits ou l'infiltrer dans le sol jusqu'à la nappe souterraine, phréatique. De là, elle sera disponible au niveau des puits et des pouquillos, ces aqueducs souterrains. On n'en parlera pas aujourd'hui, c'est encore un point essentiel du système hydraulique. Voici un exemple à Palpa. Vous avez ce grand trapèze. Ici, c'est vite de trouver, hein. On fait un petit peu de nivellement. Là, on est à 457. En bout de trapèze, on est à 448. Il est évident que si je mets de l'eau ici, elle descend comme ça. Mais par nivellement, je vois qu'arrivée ici, elle a tendance à tomber là-dedans. Et là, je découvre une espèce de distributeur d'eau dont on parlera par la suite. Et je constate quand même qu'effectivement, encore une fois, s'il y a une circulation d'eau, j'arrive aux endroits où il y a encore les traces de l'eau qui a circulé. Ça a creusé des sillons dans la montagne. On le voit bien ici, tout ça. Et l'eau ici part des deux côtés. J'ai agrandi un petit peu cette figure pour vous montrer que, en bout du parallélogramme de récolte des eaux, ici, nous avons un système de barrage. Sur Internet, on nous raconte que les gens, ils ont superposé des parallélogrammes. C'est une stupidité. Une grosse stupidité. Ils n'ont rien superposé du tout, puisque par nivellement, ici j'ai 448, là j'ai beaucoup moins, mais il faut trouver une explication à ça. Mais c'est très simple, on est en hydraulique. Supposez qu'il y a un gros orage. L'eau va dévaler à grande vitesse. Vous voyez que mes flèches augmentent. Comment je vais faire pour freiner l'eau ici, si je veux l'amener ici, là? Je vais faire des chutes de niveau, des barrages. Je vais créer ce que j'appelle un ralentisseur. Ainsi, l'eau va, en tombant, perdre de sa vigueur, réduire son débit, et je mettrai des comportes, je n'ai pas dessiné, des petites portes ici, pour amener l'eau soit à gauche, soit à droite. Une partie de l'eau va continuer son chemin ici, mais je vais en dévier une partie à droite ou à gauche. Ça, c'est fait exprès. On n'a pas empilé des parallélogrammes, c'est une stupidité. On a créé un ralentisseur.
De la même façon, ici, vous avez ce que j'appelle un aiguilleur, un distributeur des eaux. Une partie des eaux, je n'ai pas mis tous les points, mais j'ai vérifié que l'eau, quand elle est arrivée ici, elle passait dans un petit canal. Et ici aussi, l'eau suit ses flèches. Et quand elle arrive ici, encore une fois, j'ai un petit rond-point. Et l'eau part suivant ses rayons pour venir aux endroits où, encore une fois, je vous montre où est passée l'eau. De nos jours, il n'y a rien du tout, puisqu'il tombe 10 cm par an de pluie. Donc ça fait 1000 ans que c'est sec, ce truc. Je vous ai agrandi l'aiguilleur de débit avec les sens de circulation. Moi, quand je vois ça, je n'ai plus aucun doute. Nous sommes devant une réalisation de systèmes de captage des eaux à écoulement laminaire. C'est un travail d'ingénieur, doué d'une grande imagination et de capacité de nivellement digne de nos topographes et géomètres avec leur théodolite et niveau laser performant du XXe siècle. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, tout ça me fait croire que vraiment il y a eu un système hydraulique de captation des eaux. Encore notre coin, vous voyez avec les points de nivellement 484 en haut, 474 ici, si je mets de l'eau ici, elle va dévaler vers le bas. Et idem pour celui-là. Pourquoi il y en a deux? Parce qu'on veut amener l'eau ici, mais on veut aussi l'amener là. Donc ça a été dessiné, ou alors c'est qu'à un moment donné, ils ont voulu amener l'eau d'un côté et pas de l'autre. Mais nous voyons un ensemble interconnecté de récolte, acheminement et distribution des eaux de pluie. Nous pourrions faire la même analyse sur les autres plateaux de Pampas, de Palpa, c'est-à-dire le Cerro de Carapo, les Pampas de San Ignacio et de Lipata. Ce que je vous montre ici, le résultat serait exactement le même. Un exemple quand même, là je pars à la Pampa de Lipata, il suffit d'implanter quelques points de niveau pour vérifier le sens des écoulements que l'on devine juste en regardant les traces créées par les écoulements des eaux vers les vallées. On voit bien qu'ici, il y a de l'eau qui est arrivée, qui est passée par là. Ici, quand j'arrive là, ben, l'eau est passée ici. Quand j'arrive là, l'eau est passée ici. Quand je descends par ici, ben, l'eau est passée ici, elle est passée là. C'est un immense travail d'implantation de réseaux hydrauliques superficiels à écoulement laminaire. Ce n'est pas, comme on a raconté, des pistes d'atterrissage, ce n'est pas des directions astronomiques, ce n'est que la traduction du génie humain, des ingénieurs de l'époque, ceux qui ont voulu récupérer et distribuer au mieux les eaux des rares pluies pour l'irrigation de leur culture indispensable à leur survie. Voilà, je te laisse maintenant peut-être me poser des questions. J'ai rapidement balayé ce sujet des lignes de Nazca, on pourrait en parler pendant des heures. J'ai essayé d'apporter quelques exemples pour montrer comment j'ai raisonné et comment j'arrive à la conclusion que le mystère numéro 1 de Nazca, les lignes, est résolu. Merci Joss pour ces explications. C'est vrai que la première question qui nous vient à l'esprit, c'est s'il y avait un tel réseau de recueil et de canalisation des eaux, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce réseau ne fonctionne plus? Pour la simple raison qu'il ne peut plus. D'accord, on est juste sur un... De nos jours, Nazca, il y a Nazca, qu'on n'a pas vu ici, la vallée de Nazca, où il y a la ville de Nazca, il y a la Palpa, où il y a les trois vallées. Les cultures se concentrent exclusivement en bordure de rivières. Il faut savoir que ces rivières, une partie des rivières, l'eau n'est pas visible. Tu as par exemple 200 mètres où l'eau coule, elle disparaît dans le sol, elle réapparaît au bout de 200 mètres et ainsi de suite. Par contre, je n'ai pas prévu de l'illustrer aujourd'hui, il y a le système des puquillos. C'est-à-dire qu'à l'époque Nazca, les gens dans ces vallées, ils ont détecté les nappes souterraines, parce que toute l'eau qui tombait sur le plateau de Nazca, une partie était infiltrée. D'ailleurs, dans la région de Nazca, il y a une montagne qui est une montagne de sable gigantesque, c'est 1000 fois la dune du Pilat, qui s'appelle la montagne blanche.
Et quand il pleuvait, l'eau s'infiltrait et s'écoulait à travers le sol. Ils ont réussi à détecter les endroits où l'eau était souterraine. Ils ont creusé à flanc de montagne, ils sont allés chercher la nappe, et après ils l'ont capté dans des canaux qu'ils ont amenés dans les vallées. Ces canaux existent encore aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les puquillos. C'est un sujet que je dois étudier, qui vient compléter mes recherches sur la technique hydraulique des Nazca. Il faut savoir que quand il y a eu le tremblement de terre au Pérou, c'est pas quelle année c'était, là, toutes les canalisations souterraines de la région de Palpa et Nazca ont été pétées. Et les gens, ils ont survécu grâce à ces canaux souterrains, ces puquillos de l'époque Nazca. Donc, à ta réponse, pourquoi ce n'est pas utilisé aujourd'hui, la meilleure réponse, c'est qu'il ne pleut pas. C'est ça, à l'époque, c'était un plateau verdoyant. Non, ce n'était pas un plateau verdoyant, mais comment dire, les vallées, actuellement, comme je t'ai expliqué, les zones qui sont utilisables sont bien plus faibles qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, on alimentait les vallées où coulent les rivières par des eaux du plateau. Est-ce qu'on a retrouvé du coup des traces d'agriculture beaucoup plus haut que ce qu'il y a aujourd'hui? Sur le plateau de Nazca, il n'y a jamais eu d'agriculture. Parce que le terrain n'est pas bon. Le terrain est gypseux. On ne peut pas faire de l'agriculture sur le plateau de Nazca. Par contre, si moi j'avais vécu à l'époque et que je suis dans une région qui est déjà sèche, le climat est très particulier. C'est influencé par le Gulf Stream et puis le courant de Humboldt, qui fait qu'il y a des périodes de sécheresse, des périodes de pluie diluvienne, à contrario. Il y a des pluies diluviennes à l'époque qui balayent tout, qui cassent tout. Et puis il y a des périodes de sécheresse qui peuvent durer 6, 7, 10 ans. Donc là, il est indispensable de récupérer la moindre goutte d'eau. Il y a un sujet dont je n'ai pas parlé aussi, c'est qu'on n'a parlé que d'eau de pluie, mais il y a des recherches qui ont été faites et des expérimentations au Chili. On a trouvé dans toutes ces lignes des milliers de céramiques cassées. Les gens, ils ont dit, c'est des céramiques qu'on a cassées à un culte au Dieu. Bon, il y a des ingénieurs qui ont dit non, parce que la zone de Nazca, il ne pleut pas, mais c'est une zone où il y a beaucoup de brume, de brouillard le matin, à cause de la mer qui est froide à côté. Il faut savoir qu'en face du Pérou, il y a des pingouins. Et donc, si la journée, il y a un gros soleil sur des céramiques, des morceaux de céramique, par exemple, et qu'au matin, il y a du brouillard, la céramique va concentrer des gouttelettes d'eau. Et on peut aussi imaginer, ça a été fait au Chili, tu mets des bâtons de part et d'autre des lignes, tu tends des toiles fines, et ça va faire de la concentration d'eau. Ça a été expérimenté au Chili, et on peut récupérer pas mal d'eau, pas autant que de la pluie. Donc, non seulement ils pouvaient récupérer de l'eau de pluie, mais peut-être qu'ils avaient compris aussi qu'ils avaient intérêt à récupérer l'eau des brouillards. Et toujours, ça donne une explication à ces céramiques. Pourquoi on en a foutu partout? Qu'on ait une figure, une spirale où les gens tournaient pour faire un culte au Dieu ou tout ce que tu veux, et qui venaient casser des céramiques, je l'accepte. Mais si tu mets des céramiques tout au long des lignes, il y a une autre explication. Ok. En tout cas, c'est vrai que cette partie-là de Nazca, c'est pas une partie qu'on aborde souvent. Quand on parle de Nazca, on a plus en tête toutes les immenses figures que tu as abordées un petit peu en début de séance. Du coup, est-ce que toi tu as une explication sur ces figures? C'est ce qu'on va voir la prochaine fois? Oui, donc je n'ai pas voulu mélanger les choses, parce que quand on rentre dans l'explication des figures, il y a plusieurs explications. Je pense qu'elles ont été faites à des époques différentes. Si on parle de l'époque Paracas, c'était il y a peut-être 4-5 000 ans, ou pré-Paracas. Après, on remonte à l'époque Paracas, c'est moins 1000. L'époque Nazca, on nous dit que c'est 600 après Jésus-Christ. Et les dessins ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la même technique. Et à mon avis, ce n'est pas la même fonction. Donc ça, à partir du moment où j'estime avoir apporté, en tout cas mon hypothèse, qui complète celle d'autres personnes qui ont étudié le sujet, mais moi je l'ai fait à ma façon. Chacun peut s'intéresser à l'idée ou à l'hypothèse que ce sont des lignes de transport d'eau. Moi, je suis parti sur du nivellement
très précis, en nivelant zone par zone. D'autres l'ont fait aussi, mais pas comme moi. Je n'ai pas appliqué la même méthode. Et je reste persuadé qu'il ne faut pas chercher des trucs trop compliqués. Les pistes d'atterrissage dont parle Daniken, c'est une triste, je ne veux pas dire le mot, parce qu'une piste d'atterrissage, d'accord, mais j'en fais pas 100. Et je ne fais pas une piste de 10 km. Bon, tout ça ne tient pas la route. Les phénomènes ovnis extraterrestres, je ne suis pas contre. C'est un sujet qui m'intéresse par ailleurs. Mais il faut faire la part des choses. Là, le fait que ces lignes soient implantées suivant un nivellement précis, qu'on arrive à des endroits où il y a des ronds-points pour distribuer l'eau, et que tout ça, in fine, arrive dans les vallées, ben écoutez, moi, quelle que soit l'explication, la mienne est bonne, puisqu'elle marche. En tout cas, clairement, ça ressemble à des hubs, hein, comme en informatique, lorsqu'on plug des réseaux informatiques pour pouvoir ensuite le dispatcher vers d'autres PC. C'est vrai que vu d'en haut, tes figures ressemblent tout à fait à des hubs de distribution de réseau. En tout cas, voilà, c'est une explication. Écoute, pourquoi pas, hein, moi là-dessus, j'ai pas de contre-argument à apporter. En tout cas, la démonstration est bien menée. Donc voilà, à vous de vous faire votre propre avis et puis de mettre dans les commentaires si vous abondez dans la théorie de Joss ou si au contraire vous trouvez des arguments contre à apporter à cette théorie. En tout cas, la discussion est toujours intéressante, donc n'hésitez pas à partager. Et puis je voulais vous montrer des petits objets qui ont été réalisés par notre partenaire et ami Fred de Shop Artefact, hein, vous savez, celui qui réalise un certain nombre d'artefacts que l'on a distribués avec Génération Cité d'Or. Et là, il s'est lancé dans les lignes de Nazca. Donc tout à l'heure, Joss vous parlait de cette figure avec 5 et 4 doigts. Donc c'est vrai que on ne sait pas trop ce que ça représente, peut-être qu'il nous en parlera la prochaine fois. Bon, le fameux colibri que vous connaissez tous. Voilà. Puis on finira aujourd'hui avec l'araignée. Voilà, que vous pouvez retrouver donc sur shopartefact.com. Voilà. En tout cas, Joss, merci d'être passé ce soir pour nous partager le fruit de tes recherches. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de cette émission sur les lignes de Nazca. Allez, ciao ciao.